Bonjour à tous, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 21 mai. Ouverture aujourd'hui à Alger de la réunion ministérielle tripartite Algérie, Égypte, Tunisie sur la Libye. Elle sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Le DAM, le dictionnaire algérien du médicament, vient d'être édité par un jeune pharmacien. Il informe notamment sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques. Et enfin, le président vénézuélien Nicolás Maduro a été réélu jusqu'en 2025 lors d'un scrutin critiqué par la communauté internationale et déclaré illégitime par ses opposants. Bienvenue à tous. La réunion ministérielle tripartite Algérie, Égypte, Tunisie s'ouvre aujourd'hui à Alger. Elle sera présidée par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel. Les ministres des Affaires étrangères égyptiens Samah Choukri et le Tunisien Khomais Djinaoui y participeront, selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cette nouvelle réunion s'inscrit dans le cadre des concertations continues entre les trois pays sur la situation qui prévaut en Libye. À cette occasion, les ministres passeront en revue les récents développements intervenus dans ce pays voisin, notamment sur les plans politiques et sécuritaires. Activité parlementaire, séance plénière ce matin consacrée à la présentation du projet de règlement intérieur de l'Assemblée. Depuis le début du projet du satellite Telkomsat 1 à son lancement le 17 décembre 2017, la télédiffusion, la TDA et l'agence spatiale algérienne Lazal n'ont cessé de collaborer, une collaboration qui se renforce aujourd'hui avec la signature d'une convention cadre destinée à exploiter de manière optimale le système spatial du satellite pour les besoins de télédiffusion. La dite convention sera signée aujourd'hui en présence du ministre de la Communication, Djamel Kawen. Une production de près de 244 000 quintaux de céréales, toutes espèces confondues, est attendue dans la wilaya de Gherdaya au terme de la campagne moisson-battage 2017-2018 qui a débuté officiellement mardi dernier. Le coup d'envoi de cette campagne moisson-battage a été donné par le wali de Gherdaya dans un périmètre agricole de 60 hectares dans la localité rurale de Sebseb à 70 km au sud de la wilaya. Karim Haïfa. C'est dans cette exploitation de 60 hectares implantée dans la commune de Sebseb qu'a été lancée officiellement la campagne moisson-battage pour la wilaya de Gherdaya, une ferme agricole privée qui consacre pour un début une soixantaine d'hectares sous pivot à la céréaliculture, dont une grande partie sera collectée par la coopérative des céréales et des légumes secs de la Rouat. Cette saison, on prévoit une production de 225 000 quintaux de blé dur et 18 000 quintaux d'orge, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la saison dernière sur une superficie globale de plus de 5 000 hectares destinée à la céréaliculture. Si les autorités locales n'ont pas lésiné sur les moyens pour soutenir les agriculteurs avec la réhabilitation de plusieurs milliers d'hectares de terre, il reste beaucoup à faire en revanche dans le raccordement de ces exploitations au réseau de Sonelgaz et au réseau routier local. Nous arrivons à cultiver du blé, de l'orge, mais aussi du raisin de table et des agrumes. Pour développer encore plus notre activité, il faudrait juste nous raccorder au réseau électrique et réaliser des pistes praticables. Pour accéder à nos terres, on emprunte une piste impraticable. Nous n'avons pas d'électricité. Nous demandons aux autorités concernées de nous raccorder rapidement au réseau électrique de la wilaya, car nous utilisons actuellement des groupes électrogènes qui consomment beaucoup de mazout. Des moyens conséquents ont été mobilisés pour assurer le bon déroulement de cette campagne, dont une vingtaine de moissonneuses-batteuses et des camions de transport appartenant à la CCLS de la Rouat, ainsi qu'un hangar de collecte couvert pour le stockage des céréales d'une capacité globale de 90 000 quintaux près de la ville de Mnéa. L'industrie de recyclage des déchets doit passer impérativement par une gestion efficace. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a insisté sur ce point lors de sa visite hier à Soukharas. Fatma Zahra Zerwati a également inspecté le centre d'enfouissement technique situé dans la région. Hassiba Abdallah.
De visite à Soukharas, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma Zohra Zarwati, a insisté sur l'importance d'associer les jeunes dans le projet national pour l'amélioration du cadre de vie des citoyens, en les encourageant à intégrer le monde du recyclage et du développement durable. D'autant plus que l'Algérie détient un gros potentiel en la matière. Nous traitons les déchets à raison de 13 millions de tonnes par an, dont 6,1 millions de tonnes destinées au recyclage, ce qui permet de créer 40 000 postes d'emploi à moyen et à long terme. Comme vous savez, nous avons lancé le prix du président de la République de la Ville verte et nous soutenons les autorités locales concernées pour améliorer le cadre de vie des citoyens. La ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a par ailleurs procédé au lancement de plusieurs projets de traitement des déchets, ainsi que des projets de réaménagement des espaces verts dans le chef-lieu de la wilaya. À Tindouf, les habitants souffrent de pannes d'électricité récurrentes. La cause, le creusement anarchique des canalisations qui endommage le réseau des câbles électriques. Les autorités locales ont dû installer un nouveau poste d'évacuation électrique. Manel Boutouaba. L'absence de réseau d'assainissement et de distribution d'eau potable dans le quartier d'El Hikma de Tindouf a encouragé la prolifération du phénomène de creusement anarchique des canalisations qui a endommagé le réseau de câbles électriques, provoquant des pannes quasi quotidiennes et nécessitant des interventions régulières des équipes de la société de distribution d'électricité et de gaz. Ça fait des mois qu'on souffre de ce phénomène. Les équipes de la société de distribution d'électricité sont tout le temps ici. Mais dès qu'elles repartent, quelqu'un vient creuser un autre trou et provoque une autre panne électrique. 4 équipes, voire plus, vont être mobilisées pour assurer des permanences jour et nuit, en plus du budget de 25 milliards de centimes alloué au plan d'urgence. Pour éviter les pannes récurrentes d'électricité en ce mois sacré et bientôt durant la saison estivale, la capacité de production de cette énergie a été augmentée avec l'installation d'un nouveau poste d'évacuation électrique mercredi dernier, mais aussi grâce à la centrale solaire photovoltaïque dont est pourvue la wilaya. Environ 20% à 25% de la consommation globale. Actuellement, la wilaya de Tindouf enregistre une production électrique de 120 MW pour des besoins de consommation ne dépassant pas les 70 MW. Nous avons donc une marge assez confortable, estimée à 40%. En parallèle, les services de la Sonalgaz ont lancé une campagne de sensibilisation sur la consommation rationnelle de l'énergie électrique, ainsi que la lutte contre le phénomène d'agression sur les ouvrages et les branchements illicites. Deuxième jour du bac blanc ce lundi. Sachez que les élèves concernés par l'examen du baccalauréat pour cette session de juin 2018, ils peuvent retirer leur convocation. C'est ce qu'a indiqué la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabrit, sur sa page Facebook. Le retrait des convocations se poursuivra jusqu'à la dernière journée de l'examen, soit le 25 juin, sur le site les http://bac.onec.dz, précise la ministre sur sa page Facebook. Khenchla, à l'est du pays, ambitionne de devenir un véritable pôle universitaire. 4000 places pédagogiques viendront étoffer dès la prochaine rentrée les capacités d'accueil de l'université. Abdelmajid Benrassi, reportage. Khenchla s'équipe doucement mais sûrement, surtout avec le maintien de plusieurs projets publics dans le secteur des universités. Avec ses 15 000 étudiants, la wilaya compte réellement se mettre à l'abri pour la nouvelle rentrée universitaire 2018-2019 et surtout avec l'arrivée de nouveaux bacheliers. 500 milliards de centimes, c'est l'enveloppe réservée aux infrastructures universitaires. C'est un projet de 4000 places pédagogiques qui confirme la politique des pouvoirs publics dans le maintien de la cadence et le financement du secteur de l'enseignement supérieur. En termes de livraison, on va livrer 4000 places pédagogiques pour la prise en charge des nouveaux bacheliers et également l'amélioration des conditions de travail et pour les enseignants et pour les étudiants. Le nouveau pôle universitaire permettra de regrouper certaines facultés éparpillées à travers la ville
et bien sûr répondra aux besoins toujours croissants en places pédagogiques. 2000 places pédagogiques vont être réservées à la faculté des sciences et de la technologie. Actuellement, on a un nombre de 2500 à peu près étudiants. Les 2000 autres places pédagogiques vont être réservées à la faculté des sciences humaines et sociales. La science humaine et sociale, actuellement, elle est hébergée dans une bibliothèque de la centre-ville. C'est une bibliothèque regroupée dans une partie de la bibliothèque centre-ville, l'autre partie elle est à le campus El Hamma. Donc avec l'acquisition de 2000 Hadi, on va regrouper la faculté des sciences sociales et humaines. La rentrée universitaire, Inch'Allah, pour la rentrée universitaire 2018-2019, elle va être sereine, Inch'Allah. Il y a lieu de noter avec force que, en plus des AP, des autorisations du programme, notre wilaya ne souffre d'aucune contrainte sur le plan crédit de paiement, ce qui implique que nos entreprises sont payées au dernier sou. Et au passage, je tiens à remercier les partenaires, nos partenaires entrepreneurs qui ont fait des efforts. Sur un autre plan, les étudiants de la wilaya de Renchla connaîtront une nette amélioration dans les conditions d'hébergement et de restauration. Et ça fait 3 mois. Tous les projets qui ont été à l'arrêt ont été relancés et nous avons réceptionné une résidence de 500 lits avec un restaurant de 500 places en attendant de recevoir un restaurant de 800 places au niveau de résidence universitaire qui va renforcer les capacités de restauration. Et dès la rentrée prochaine, nous allons réceptionner 2000 lits qui vont être livrés dès la rentrée universitaire 2018-2019. Et pour satisfaire le corps enseignant de Renchla, un groupe de logements au standing sera bientôt réceptionné. Je vous le disais, un titre, le dictionnaire algérien du médicament vient d'être édité. Un projet mené par le pharmacien Yassine Louber. L'aboutissement de ce projet est le fruit de 3 ans de travail avec la collaboration de différentes institutions. Objectif, faciliter la mission des professionnels de la santé en leur offrant un support exhaustif sur la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques. Le reportage est signé Yab Nasser. C'est au 49 rue Didouche Mourad que nous avons rencontré Yassine Louber, pharmacien qui édite pour la première fois en Algérie le DAM, dictionnaire algérien du médicament. Le professionnel de la santé, on a réfléchi, on s'est dit le professionnel de la santé algérien aurait éventuellement besoin d'un support qui pourrait l'aider dans sa mission et qui pourrait référencer tous les produits disponibles en Algérie. L'essor de l'industrie pharmaceutique en Algérie a engendré la multiplication des gammes génériques et des dénominations commerciales. Mettre à la disposition des professionnels de santé un outil didactique leur permettant de mieux appréhender l'ensemble de la nomenclature nationale est donc devenu indispensable. Le DAM, le dictionnaire algérien de médicaments, référence tous les produits disponibles et enregistrés en Algérie, locaux et étrangers. L'essentiel, ils sont disponibles en Algérie et enregistrés en Algérie. L'accomplissement de ce projet est le fruit de 3 années de persévérance de la part de toute une équipe scientifique et technique. Yassine Louber nous en parle. Moi et mon épouse, qui est professionnelle de la santé aussi, qui m'a beaucoup aidé sur ce projet. Donc on a proposé au Page Maghreb, qui est un professionnel de l'édition, pour que chacun apporte ses compétences pour pouvoir mener à bien ce projet. Et au bout de 3 ans de laborieux travail, on a réussi à le faire. C'est les laboratoires qui nous ont fourni ces informations. Donc ces informations sont validées, vérifiées et justes, vu qu'elles émanent directement du laboratoire. Ce n'est pas tous les laboratoires qui ont adhéré, je ne le cache pas. Mais bon, pour un premier projet, on a trouvé ça normal. Mais les plus gros laboratoires ont cru en ce projet ce qui a permis. On a eu aussi le soutien de quelques institutions, notamment le Conseil de l'ordre des pharmaciens, l'Union nationale des opérateurs en pharmacie, donc l'UNOP, et le laboratoire national du contrôle des produits pharmaceutiques. On a eu même quelques encouragements de l'ANPP, l'Agence nationale des produits pharmaceutiques. C'est un dictionnaire de 1500 pages, d'accord, qui référence plus de 2000 RCP, plus 2000 noms de médicaments. Les RCP, c'est les labos qui nous ont communiqué. Ceux qui n'ont pas communiqué, on a quand même cité le médicament pour qu'on sache qu'il est disponible en formation, notamment les adresses de certaines institutions, les adresses des hôpitaux.
On a mis le calendrier vaccinal national. On a mis la liste des produits pharmaceutiques interdits à l'importation. On a trouvé pertinent de la mettre parce qu'on pense que c'est une information très importante pour le professionnel de la santé. Ensuite, on a mis les tarifs de référence, bien entendu. On a la partie jaune, c'est des codes couleurs qu'on a choisis. Donc c'est le classement par famille pharmacothérapeutique, ça veut dire par pathologie, par maladie si vous voulez. Donc comme par exemple un anti-inflammatoire, anesthésique, antalgique, gastro. Un dictionnaire qui a pour but de mettre à la disposition des professionnels de la santé un support exhaustif et utile de référence dans l'accomplissement de leur travail. Actualité internationale, le régime syrien semble plus que jamais proche de la reconquête totale de la capitale et de ses environs avec le début hier de l'évacuation des terroristes du groupe autoproclamé État islamique de leur dernier bastion à Damas aussi. Le président vénézuélien Nicolás Maduro qui a été réélu jusqu'en 2025, un scrutin très controversé. C'est en bref et résumé par Naïma Haouch. Acculé dans une ultime poche dans le sud de Damas par les forces syriennes, une deuxième vague de terroristes de l'EI a évacué dans la nuit le dernier bastion du groupe autoproclamé État islamique à Damas. Ces premières évacuations font suite à l'entrée en vigueur samedi dernier d'un cessez-le-feu entre le gouvernement syrien qui a mené une vaste offensive contre les groupes armés. Le régime est désormais en passe de reprendre le contrôle total de la capitale et de sa région, une première depuis 2012. Le président palestinien Mahmoud Abbas est toujours hospitalisé, a indiqué aujourd'hui une porte-parole de l'hôpital en Cisjordanie occupée, où il a été admis la veille pour des complications à la suite d'une opération à l'oreille. Âgé de 83 ans, Mahmoud Abbas se porte bien, mais la source n'a pas donné de détails sur la durée de son hospitalisation. Nicolás Maduro, réélu à la tête du pays jusqu'en 2025, lors d'un scrutin critiqué par la communauté internationale et déclaré illégitime par ses opposants qui ont dénoncé des pressions sur les électeurs et exigé un nouveau vote. Après le dépouillement de la quasi-totalité des bulletins, le président socialiste sortant remporte 67,7% des voix contre 21,2% face à son principal adversaire, Henri Falcón, qui a rejeté en bloc le processus électoral. La Chine lance un satellite relais chargé d'assurer les communications entre la Terre et un petit robot qui devrait être déployé sur la face cachée de la Lune courant 2018. Lors de l'arrivée du robot téléguidé sur la Lune, le satellite se trouvera à un endroit lui permettant d'assurer les échanges avec la Terre tout en ayant dans sa ligne de visée la face cachée de la Lune. 1 million de touristes tunisiens ont visité l'Algérie cette année. Ils viennent généralement tout au long de l'année jusqu'au mois de juin. Et leurs principales destinations sont Tébessa, Constantine, Béjaïa, mais surtout Sétif et précisément à El Olma. Certains viennent faire du shopping, d'autres du commerce. Nejma Harch, reportage. Composé de 40 personnes, ce groupe de touristes tunisiens vient d'arriver à l'hôtel El Manara d'Al Ulma pour un séjour de 5 jours. Depuis quelques années, leur nombre ne cesse d'augmenter et les hôtels affichent presque complets. جينيرالمون يجيو بالسبت هكذا يكونوا هنا السبت لحد الاثنين وفي اخرى يجيو يعني في لي فاكونس في لي ويكاند. Quelle date? Depuis quelque temps, ce jeune Tunisien s'est spécialisé dans l'organisation de voyages entre l'Algérie et la Tunisie par route, la principale destination des Tunisiens en ce moment. نعملوا ديبار ديما من منستير نتعداو سوسة سوسة تونس تونس باجة وندخلوا ديريكت تبرقة الفرونتير ومطبول. أكثر وقت يجيو هما في شهر مارس أفريل وشوية ماي. Très tôt le matin, les Tunisiens affluent au marché d'Obeid El Alma. Ici, tout se vend en gros comme en détail à des prix compétitifs, au plus grand bonheur de nos visiteurs. ستيف محلاها وعجبتني فأسواق مزيانة ورخيصة وخير من تونس. جينا هنا لستيف ونقضي ومن الجزائر ديما نجي للجزائر برشا تعجبني برشا الجزائر العلمة نقضي سكان فروشات زرابي الحوايج الكل. أنا أول مرة جيت للجزائر عجبتني عبادها باهية كل شيء عجبني فيها ما تفرقش بينها بين تونس. نحبها الجزائر وتعجبني برشا. جيت مرتين قبل شريت شوية دبش حوايج شوية مكياج شوية برفانات.
Une véritable aubaine pour les touristes, mais aussi pour les commerçants. يديو كلش لي كوفيرتير يديو الكوات يديو البرانس يديو ماشي الحمد لله والله نخدموا معهم خيراتك يا ربي. Après le shopping, place au tourisme pour visiter Djmila, l'un des plus beaux sites de la région. بصراحة أول مرة عجبتني ياسر، كان جات الدنيا سخونة أنا نبات فيها الليلة ذي، من أروع البلايص اللي أنا ريتهم. رائع جدا. من أحسن البلايص بالحق اللي شفتهم قسنطينة وجميلة. صلي عم بي ياسر روعة والله. ما تخطرني انا اصلي نسكن في الحدود تاع الجزائر من قلعه سنين معناتها ديما نمشي بريسك معناتها حتى كلامنا كيشبه الكلام الجزائريه هما خواتي واحنا ديجا خوات في الاسلام. L'occasion aussi pour faire du tourisme thermal. عجبني برشا يعطيهم الصحة على حسن الضيافة وسيرفيس ياسر طيارة بيوت زاد طيارة برشا الحمام زاد تحفون برشا ما شاء الله مشره. يجوا رحلات منظمه ويجوا في سورتو في الايام تاع العطل يجوا كاين يحتاجوا في النهار 4 تاع ليبيس 5. Ce groupe s'apprête à se rendre à Sétif pour y passer la soirée. L'ambiance est prometteuse. Destination le parc mall de Sétif. Au menu, shopping, détente, dîner et loisirs. نحبوا الجزائر نحبوا الشعب الجزائري احنا اخوه فيف الجزائر فيف التونسي يحيى بوتفليقه يحيى الشعب الجزائري تحيا الكل. L'Algérie, une nouvelle destination touristique, une passerelle pour renforcer davantage les liens fraternels entre les deux peuples. Qsar Tajmout de Larouat a été édifiée durant le 5e siècle de l'Hégire. Cette mosquée, témoin du passé, a été construite avec des matériaux locaux et naturels comme le gypse et le torchis, un patrimoine historique qui fait la fierté des habitants de la région. Bouchaboli. Autrefois lieu de transit pour les caravanes provenant de tout le Maghreb et même de l'Orient, Qsar Tajmout a abrité la mosquée antique, l'un des plus anciens lieux de culte à Larouat, dont la création remonte au 5e siècle de l'Hégire. La mosquée a été édifiée durant le 5e siècle de l'Hégire, qui correspond au 10e siècle de notre ère, durant la conquête des Beni Hillel. Selon la tradition orale, la mosquée a été bâtie sur un terrain qui appartenait à un membre de la tribu des Ouled Youssef, qui se sont établis à Qsar Tajmout en l'an 1680. La mosquée a été construite avec des matériaux locaux d'époque, comme le torchis, le gypse et le saule. Le Qsar a été construit avec des matériaux propres à la région dans le respect de l'environnement. Sa particularité est qu'elle ne possède pas de minaret. Plusieurs imams y ont officié depuis sa création. Vestige d'une époque glorieuse, Qsar Tajmout est à la fois site archéologique et patrimoine matériel que les habitants de la région gardent jalousement. C'est la fin de notre journal. Sachez que vous pouvez revoir nos programmes de Canal Algérie sur YouTube et Facebook. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo.